messieurs, bonsoir, bienvenue dans NCTV Actu. L'image du jour, ce sont ces candidats au BTS, c'était au lycée La Pérouse. Ils ont débuté leur première épreuve écrite aujourd'hui. Au total, 645 élèves se sont présentés ce matin sur l'ensemble du Caillou. Le 15e comité des signataires commence ce soir pour nous à Paris. Les élus sont en train d'arriver. Nous serons en direct de Matignon dans ce journal avec notre correspondant Emmanuel Ostian à Paris. Élection américaine, reportage ce soir à Point-Bout avec une électrice originaire du Michigan. Elle a choisi Hillary Clinton. On vous dira comment on vote depuis l'étranger. Les premières épreuves du baccalauréat, c'est dans une semaine et les effectifs sont en hausse de plus de 0,5% par rapport à 2015. Qu'est-ce qui va changer cette année? Vous saurez tout dans cette édition. C'est parti pour le 15e comité des signataires. Il se déroule à Matignon, à Paris, après l'annonce des 53 policiers et gendarmes supplémentaires en février 2017. Le comité évoquera essentiellement le dossier Nickel, l'avenir institutionnel, le corps électoral et la nouvelle génération des contrats de développement. Emmanuel Ostian, vous êtes sur place à Paris. C'est le dernier comité des signataires sous la mandature de François Hollande. Nous sommes à 6 mois de la présidentielle. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, écoutez, ça change un petit peu tout, Camille. Vous le voyez derrière moi dans cet hôtel de Cassigny, qui est une annexe de Matignon où tous les signataires vont bientôt arriver. Manuel Valls arrivera d'ici quelques minutes lui aussi. Il est dans une position en ce moment, Manuel Valls, très inconfortable. On est à 6 mois de l'élection présidentielle, vous l'avez rappelé, et cette élection présidentielle va sans doute donner lieu à un certain nombre de promesses, notamment pour la Nouvelle-Calédonie, des promesses que le Premier ministre va faire, ainsi que la toute nouvelle ministre des Outre-mer, Erika Barek, qui sera là également. Il y aura des promesses comme celle de vendredi sur les 53 policiers et gendarmes qui vont arriver en renfort bientôt en Nouvelle-Calédonie. Ces promesses, en revanche, n'engagent, si on peut le dire, que ceux qui les écoutent, puisque dans 6 mois, cet exécutif qui est au rendez-vous aujourd'hui avec toutes les délégations calédoniennes, cet exécutif ne sera plus présent. Donc, on imagine très aisément qu'aujourd'hui, le Premier ministre et tout le gouvernement va essayer de calmer, de temporiser, de donner du temps au temps, d'engager les moyens de l'État. Ces moyens seront-ils déployés ensuite? C'est évidemment la question qui se pose en filigrane dans tous les esprits, vous vous en doutez, en ce moment. Et les gens de la délégation qui ont rencontré plusieurs ministres en bilatéral, notamment Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Justice, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, ont écouté les promesses. D'après les informations que j'ai, ils ne croient pas pour l'instant à toutes ces promesses. Mais vous l'avez dit, cette période préélectorale est extrêmement importante. Il y a des promesses, il y a une temporisation, il y a une façon de s'adresser aux gens qui est sans doute un petit peu différente par rapport aux 14 précédents comités des signataires. Mais ces promesses n'engagent que ceux qui les croient. Emmanuel Ostian, merci beaucoup. Alors justement, quels sont les enjeux de ce comité des signataires? Je vous propose de regarder cela avec Anissa Toussi. Les signataires du quinquennat sous le mandat Hollande. Les enjeux de ce comité sont les inscriptions sur la liste électorale spéciale de consultation, le nickel, l'avenir institutionnel et les contrats de développement. On note pour les inscriptions sur la liste électorale spéciale de consultation la demande de l'Union calédonienne. Elle exige que tous les Kanaks ayant ou ayant eu le statut coutumier soient inscrits automatiquement sur cette liste. L'Avenir Ensemble propose quant à lui que tous les natifs du pays soient inscrits automatiquement sur la liste. L'essentiel du nickel portera sur la situation de l'usine du Nord. Des propositions sont attendues pour aider l'usine du Nord qui met en place actuellement son projet de licenciement économique à KNS. Concernant l'avenir institutionnel, ils reviendront sur le rapport des experts remis aux différents partis politiques. Il fait état des points de convergence et de divergence entre les différents partis politiques. Les Républicains et l'Union calédonienne ont annoncé qu'ils ne le valideront pas contrairement à l'Uni-Palika. Calédonie Ensemble, quant à lui, parle d'acter plutôt que de valider ce rapport. Et pour finir, les contrats de développement.
l'État prévoit d'investir 48,7 milliards de nos francs sur 5 ans. 10 contrats de développement sont présentés aujourd'hui au comité des signataires. L'État prévoit un plan d'investissement privilégiant le développement des énergies renouvelables et le logement social. Les élections américaines, c'est demain et pour l'heure, c'est la candidate démocrate Hillary Clinton qui devance de 4 points son rival républicain Donald Trump. C'est en tout cas ce qui est annoncé dans le dernier sondage NBC Wall Street Journal publié ce dimanche. Nous avons rencontré Lindsey Green, une Américaine qui justement vote pour Hillary Clinton. Cette jeune femme est originaire du Michigan, un État où aucun prétendant républicain n'a remporté d'élection depuis 1988. Alors comment vote-t-on à plus de 12 000 km de son pays? Reportage Océane Zobler. Originaire du Michigan, Lindsey Green habite actuellement à Point Butte. Aujourd'hui, elle s'apprête à voter pour le ou la nouvelle présidente des États-Unis qui sera élue dans 2 jours. Et c'est Hillary Clinton qu'elle a choisi. I am happy. That's a big moment. I just have to wait a couple of days to find out what actually happened. I think that Hillary Clinton's policies align much more closely with my personal belief systems. And I'm a little bit afraid of the Republican candidate this year. I do not think that he's a viable option at all. Pour voter, Lindsey a simplement dû se connecter à sa boîte mail et envoyer les documents nécessaires au service en charge des élections. Cette démarche à distance n'est pas anonyme, un choix que Lindsey assume. No one would have any idea what my actual vote was. No one there would see. But because I'm emailing it, I just had to sign a waiver that says that's okay. Whoever receives the email can see who I vote for. L'important pour elle, c'est de voter. Being a woman, it still feels like a pretty special thing to have the right to vote. But this election in particular is very important just because I really, really don't want Donald Trump to be our president. I know that in general, day-to-day life will continue and will be okay. But I don't know. I'm not sure what to expect. Lindsey repartira aux États-Unis le 12 décembre. Elle passera les fêtes de fin d'année sous une nouvelle gouvernance, un changement qui ne l'empêchera pas de profiter de sa famille. Ces Américains qui votent depuis l'étranger, d'après le Guardian, il serait 6 millions de citoyens expatriés, dont 2,6 millions en âge de voter. Ils sont notamment très présents en Australie, qui recense plus de 100 000 citoyens américains. S'il faudra attendre l'ensemble du dépouillement pour y voir plus clair, le Guardian note que ces électeurs pourraient jouer un rôle décisif, comme en 2000, où l'État de Floride avait vu son vote basculer en faveur du républicain George W. Bush, une fois les votes de l'étranger comptabilisés. Toutefois, le taux de participation des expatriés était relativement faible. Seuls 69% avaient voté, plus de la moitié d'entre eux appartenant à l'armée. Une procédure compliquée serait l'une des causes de cette abstention. L'élection américaine, justement, encore, on en parle dans le web du Pacifique avec l'ambiance à Hawaï. À Hawaï, l'ambiance est plutôt relaxe à l'approche de l'élection présidentielle américaine. Et pour cause, aucun des candidats sortants n'est allé y faire campagne. On y parle des élections essentiellement pour se moquer de Donald Trump, du manque de choix des candidatures, ainsi que du niveau de la campagne. C'est un État démocrate, donc on suppose qu'Hillary Clinton l'emportera. Rappelons qu'à la différence de la France et de la Nouvelle-Calédonie, les Américains ne votent pas directement pour leur président. Ils élisent d'abord des grands électeurs qui sont des élus locaux, des militants de partis, qui voteront ensuite pour le président des États-Unis d'Amérique. Toujours dans le Pacifique, on retrouve également les Samoa américaines.
À la différence d'Hawaï, les Samoans possèdent la nationalité américaine, mais pas la citoyenneté américaine. Ce qui implique qu'ils peuvent circuler librement sur le territoire des États-Unis, mais n'ont pas le droit de vote en dehors de leur territoire. Donc, ils ne participent pas à l'élection du président. Le Web du Pacifique préparé par Stéphanie Marlier. Et c'est eux qui ouvrent le grand bal des examens. 645 candidats au BTS se sont présentés ce matin à leur première épreuve écrite. Cette année, ils sont 34 candidats supplémentaires à être inscrits au brevet de technicien supérieur. Notez que l'année dernière, 72,3% des candidats ont réussi leur examen, une progression d'1% par rapport à 2014. Et lundi prochain, ce sera au tour des terminales de plancher sur les copies, notamment avec la traditionnelle épreuve du bac, la philosophie. Cette semaine, nous consacrons une série de reportages sur cet examen. Alors, quelles sont les nouveautés cette année? Un reportage de Natacha Ogi. On peut signaler 2 nouveautés aux épreuves du bac pour cette année. La première concerne les corrections de copies des épreuves anticipées écrites en français et en sciences. Elles seront corrigées au pays en fin novembre prochain. La deuxième nouveauté concerne l'ouverture de l'épreuve facultative de langue des signes française. 3 candidats y étaient inscrits et ont pu passer ces examens la semaine dernière au lycée La Pérouse et au Grand Nouméa. On note en 2015 une hausse du taux de réussite du bac général par rapport à celui de 2014, soit une augmentation de 1%. Par contre, pour le bac technologique, on peut remarquer une baisse de 5% de 2014 à 2015. Et le comité des signataires, on y revient. Nous revenons donc à Paris avec le comité des signataires qui débute dans quelques instants. Nous sommes au téléphone avec Philippe Gomès. Vous êtes donc le député Calédonie Ensemble de la 2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Vous avez donc exprimé vos satisfactions suite aux annonces liées à la sécurité. On l'écoutait, Emmanuel Ostian, notre correspondant sur place à Paris, qui disait que la majorité des élus ne croyaient pas aux promesses de l'État. Qu'en est-il pour vous ? Écoutez, je crois qu'il y en a qui sont comme Saint-Thomas et qui ne peuvent croire qu'à partir du moment où ils ont touché du doigt. Donc, conclusion... Ils auront l'occasion de toucher du doigt de manière très concrète, puisque le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, viendra lui-même, au mois de février 2017, installer les 53 policiers et gendarmes supplémentaires sur lesquels ils se sont engagés, et notamment dans ces 53, il y a la création d'une brigade de prévention de la délinquance juvénile. Donc, ceux qui ne veulent pas croire les engagements qui ont été pris, je crois que ça relève davantage de la posture démagogique ou électoraliste, étant donné que le gouvernement est d'obédience socialiste, que de la réalité des engagements qui ont été pris par ce gouvernement. Alors justement, concernant la liste électorale, est-ce que vous pensez arriver à un consensus autour de votre idée d'inscrire d'office tous les natifs ? Je crois que le consensus, il ne décrète pas, il se construit. Donc il faut confronter nos positions, leur permettre d'évoluer, les mesurer, aborder le sujet avec un esprit de dialogue et de compromis. Et je pense qu'au bout du chemin, alors pas à ce comité-là, ça me semble encore un peu tôt, mais peut-être un peu plus tard, après les élections présidentielles, on sera susceptible de trouver un compromis équilibré sur cette question. Il nous faut préalablement, et c'est le travail qui a été engagé, quantifier les natifs qui aujourd'hui ne sont pas inscrits sur la liste référendaire. Et pour quantifier le nombre de natifs, un travail a été engagé en lien avec l'État et les institutions locales de recoupement de 4 fichiers, le fichier d'état civil coutumier, la liste électorale générale, le fichier du RUAM et celui de l'aide médicale gratuite. Ça nous permettra, au terme de ce travail, de savoir exactement combien de natifs, et d'ailleurs on pourra avoir également la distinction entre ceux qui sont de statut civil coutumier et les autres, sont bien nés au pays, vivent bien au pays et ne sont pas inscrits sur la liste référendaire. Et puis à partir de ce moment-là, je crois qu'une fois cette mesure faite, l'intelligence collective devra nous commander de permettre à tous ces natifs
même si on peut regretter qu'ils n'aient pas accompli eux-mêmes la démarche nécessaire pour s'inscrire sur la liste générale électorale, ce qui leur aurait permis d'être inscrits sur la liste référendaire, même si on peut le regretter, on pourra toujours corriger le tir en les inscrivant d'office sur la base de ces éléments-là. Je ne crois pas qu'on puisse aborder le référendum de 2018 avec l'enjeu qu'il constitue en gardant un talon d'Achille, le talon d'Achille étant que certains natifs du pays ne pourraient pas voter à l'occasion de ce référendum. Ce serait quelque chose susceptible de remettre en cause la sincérité du scrutin. Et je crois que rien ne doit pouvoir remettre en cause la sincérité du scrutin. Alors, autre dossier, pensez-vous que l'État vienne en aide à l'usine du Nord comme il l'a fait avec la SLN? Écoutez, je ne sais pas si l'État viendra en aide à l'usine du Nord. J'ai compris qu'un certain nombre étaient opposés dans le cadre de communiqués politiques émanant notamment de la province Nord que j'ai lu, étaient opposés à ce que l'État tende la main. Moi, je le regrette. Je crois qu'il ne faut pas avoir d'orgueil en la matière. On est dans un pays qu'on doit porter ensemble. L'usine du Nord, en ce qui nous concerne, la Calédonie ensemble, nous l'avons toujours portée, aussi bien dans son principe que dans le contrôle public qui devait être organisé, notamment au travers des 51%. Donc je crois que cette usine, si c'est l'usine du Nord, c'est avant tout aujourd'hui l'usine du pays, et que si elle doit pouvoir être aidée en ces moments difficiles, il faudra que nous acceptions les aides d'où qu'elles viennent, y compris lorsque ce sont des aides de l'État. L'État a aidé la SLN, certes, dont il est actionnaire. Il va probablement aider également l'usine du Sud, qui traverse elle aussi, comme celle du Nord, une période difficile. Que nous ayons la chance que l'État nous aide dans cette période difficile de notre histoire. Je crois que c'est quelque chose à saluer et pas quelque chose à rejeter. Merci Philippe Gomes. On vous laisse rejoindre Matignon où la réunion va pas tarder à commencer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous, on enchaîne avec le sport où comme tous les lundis, on va retrouver Jamie dans la case des sports. De quoi allons-nous parler? Bonsoir Jamie. Féminin, on va revenir sur la finale qui a opposé samedi l'étoile sportive de Naketi contre Koumak, donc un match qui s'est soldé par la victoire de Koumak. On verra dans quelles conditions l'équipe de Canala a préparé cette finale tout à l'heure dans la case des sports. Puis on parlera aussi de basketball avec cette finale pas comme les autres. L'INSEE Ouamo nous proposera un reportage sans commentaire. Et puis comme vous le voyez, Prosper, comme à son habitude, sera avec nous pour encore des vidéos. Et puis ce soir, il va revenir avec une innovation, je vais y arriver, qui va intéresser les cyclistes du pays. Je n'en dis pas plus, à tout à l'heure. Merci Jamie, restez avec nous. Donc la case des sports, c'est dans quelques instants. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous. À bientôt.